C'est un plaisir de vous retrouver pour une demi-heure d'informations sur RTI 1. Voyons tout de suite les titres de ce 20h. Il s'est rendu à Accra, au Ghana. Le président Alassane Ouattara a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation de crise que traverse la Guinée. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont également abordé la question du Mali. Prise de contact du Premier ministre Patrick Achi avec les entrepreneurs culturels de la filière du cinéma et de l'audiovisuel. Le chef du gouvernement a échangé avec les acteurs du 7e art. Il a évoqué avec eux les réalités de leur industrie et la vision du gouvernement ivoirien pour le cinéma et l'audiovisuel. Épervier 7 déploie plus de 3000 forces de l'ordre sur le terrain. L'opération de sécurisation des biens et des personnes, pilotée par la police nationale, vise à accentuer la lutte contre l'insécurité et le grand banditisme dans le district d'Abidjan. Le Premier ministre somalien a perdu ses prérogatives. Elles lui ont été retirées par le président Mohamed Abdullahi Mohamed. Le Premier ministre ne peut donc plus ni destituer ni nommer de dirigeant jusqu'à ce que les élections aient lieu. Bienvenue, bonsoir à tous. Sommet extraordinaire de la CEDEAO ce jeudi 16 septembre à Accra. Le cas de la Guinée, 11 jours après le coup d'État, est au cœur de la rencontre. L'organisation sous-régionale avait suspendu le pays de ses instances. Le président Alassane Ouattara a pris part au sommet dans la capitale ghanéenne. Il a ensuite regagné Abidjan en fin d'après-midi. Vijanaïma. Obtenir la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé, encore aux mains des soldats putschistes du 5 septembre dernier en Guinée, mettre en place un cadre de discussion pour obtenir des militaires au pouvoir, le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai assez rapide, examiner des sanctions à appliquer en cas de refus de la junte militaire de remettre le pouvoir aux civils. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui s'est tenu ce jeudi 16 septembre à Accra, au Ghana, s'est penché sur autant de points. Ce sommet se voulait en outre un front uni de tous les chefs d'État de la CEDEAO pour condamner fermement le retour des coups d'État dans la sous-région ouest-africaine, illustré par les 2 coups d'État successifs au Mali, le 18 août 2020 et le 31 mai 2021, puis dans un délai rapproché, le coup d'État en Guinée du 5 septembre 2021. Réunis à Accra, le président de la République Alassane Ouattara ainsi que tous les autres chefs d'État de la CEDEAO se sont longuement concertés sur la mise en place d'une transition en Guinée et qui sera dirigée par une autorité civile. Toutefois, la mesure de suspension de la Guinée de tous les organes de la CEDEAO reste toujours en vigueur. On note par ailleurs que le sommet pour l'heure n'a pas pris de sanctions contre la Guinée. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan en fin d'après-midi. Les entrepreneurs du monde de la culture, de la filière cinéma et de l'audiovisuel ont eu une rencontre avec le Premier ministre Patrick Achi, dans un cadre que le Premier ministre a nommé à la rencontre de nos champions nationaux. Ils ont évoqué les difficultés auxquelles le 7e art fait face en Côte d'Ivoire. L'opération Épervier 7 a démarré. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité met ainsi en mission de sécurisation 3000 hommes des forces de défense sur tout le district d'Abidjan. Dans leur viseur, lutter contre l'insécurité et le grand banditisme. Abou Sanogo. Je déclare lancer l'opération Épervier 7. Et il s'agit au cours de cette opération de grande envergure de lutter contre la grande criminalité sous toutes ses formes. À la place Figuigayo de la commune de Yopougon, l'opération Épervier 7 a été lancée également en présence du ministre des Transports Amadou Koné, qui a salué les efforts déployés par les forces de l'ordre dans la campagne de sensibilisation contre l'incivisme et les accidents de la circulation. Grâce à nos efforts communs et grâce au travail qui est fait par vos hommes, nous avons réussi à réduire de plus de 25% le nombre d'accidents sur les routes dans le district d'Abidjan et je voudrais vraiment m'en féliciter. Je voudrais donc lancer un appel à l'ensemble des usagers de la route. Leur dire que le code de la route est une loi. Il faut respecter la loi. Nous serons de plus en plus fermes
L'opération va s'attaquer, entre autres, aux zones criminogènes, à la destruction des fumoirs, à lutter contre les installations anarchiques des gares routières, restaurer la tranquillité des habitants et créer un cadre propice aux activités socio-économiques. Pour la réussite de l'opération, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, invite ses hommes à mettre un accent particulier sur le respect des droits de l'homme. C'est le lieu de souligner que les opérations éperviers constituent l'occasion pour les forces de défense et de sécurité de travailler main dans la main pour assurer la quiétude des populations et la stabilité de la République face aux menaces de toute nature. Je voudrais exhorter et encourager l'ensemble des forces de sécurité à demeurer engagées, vigilantes et à faire preuve d'abnégation dans la conduite de leur mission pour le bien-être des populations. Pour ce faire, chers collègues, vous devez continuer à travailler avec professionnalisme, dans le strict respect des droits humains, gage de renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, a exprimé la gratitude des populations qui accueillent pour la 3e fois le lancement de cette opération. Notons que l'opération Épervier 6 a permis la destruction de 2364 fumoirs avec l'interpellation de 986 personnes, 9 armes à feu et 8757 munitions saisies, 195 gares anarchiques démantelées et 12 286 motos interceptées au cours des contrôles. Pour l'opération Épervier 7, ce sont plus de 3000 forces de l'ordre qui seront déployées sur le terrain. Et puis cette marque d'honneur et d'amitié est faite à la Côte d'Ivoire par le Mexique. Un détachement des forces armées ivoiriennes a participé aujourd'hui à Mexico au défilé civil et militaire pour la célébration du bicentenaire de l'indépendance du Mexique. Un pays lié à la Côte d'Ivoire depuis 1975 par d'excellentes relations diplomatiques. Une mission de la Banque africaine de développement, conduite par sa vice-présidente chargée de l'agriculture, s'est rendue dans la région du Bélier. À l'origine de ce déplacement, l'état d'avancement du projet de pôle agro-industriel du Bélier. Il a été lancé en 2017 grâce à un financement de la BAD à hauteur de 81 milliards de francs CFA. Kader Sagodego. Beth Danford, vice-présidente de la Banque africaine de développement, BAD, est accueillie à Yamoussoukro par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, et par la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba. La BAD veut s'imprégner de l'état d'avancement du projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier, un projet qu'elle finance à hauteur de 81 milliards de francs CFA. Le projet prend en compte la riziculture, le maraîcher, le maïs, le manioc, le poisson et l'élevage de porc. Il veut assurer sa production, sa transformation et sa commercialisation. Dans la région du Bélier et le district de Yamoussoukro, le projet mène beaucoup d'actions depuis le démarrage de ses activités. Électrification, adduction en eau potable, écoles, centres de santé, etc. Une visite de terrain avec la zone industrielle de Yamoussoukro et un périmètre rizicole. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, en 2 minutes, maîtrise la machine et peut procéder ainsi à une première récolte. Des moyens modernes pour le bonheur des agriculteurs de cette zone, le gouvernement est au travail. Si ces jeunes-là sont vraiment conditionnés comme il se doit pour travailler la terre, il n'y a pas de raison qu'ils aillent ailleurs. Et ça, c'est la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui veut que nous retenions les jeunes dans les villages. Et une fois qu'ils y sont, qu'ils ont la possibilité de trouver leurs besoins quotidiens, mais ils sont heureux et ils n'ont plus besoin d'aller vers les villes ou bien même d'aller à l'exode. Il s'agit d'aménager des périmètres à la fois pour recevoir et les producteurs et les transformateurs. Donc c'est des zones de production intégrée des produits agricoles. Le Bélier est un projet pilote d'un grand projet qui devrait donc se dupliquer 9 fois en Côte d'Ivoire. Donc le succès de ce projet est important. La Banque africaine de développement, BAD, satisfaite de cette mission de terrain.
Oui, nous sommes effectivement venus nous enquérir de l'état d'avancement. Effectivement, le projet tire à sa fin, mais nous avons quand même encore de grandes activités à réaliser dans ce projet. Et nous sommes toujours, la banque est toujours aux côtés des États, de la Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire en faisait la demande, nous serions prêts à examiner effectivement d'autres opportunités d'investir dans le secteur. Prévu pour durer 5 années, le projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier s'achève officiellement en 2022. Un nouveau financement et des années supplémentaires sont ainsi possibles. Quittons les plantations pour parler de production pétrolière. Le Libéria sollicite de la Côte d'Ivoire un approvisionnement en produits pétroliers. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a échangé à ce sujet avec le ministre libérien des Affaires étrangères. Une convention va être signée entre les deux pays. Cheikh Koné. L'ambition de la Côte d'Ivoire d'être le hub pétrolier énergétique de la sous-région ouest-africaine est en marche. Le pays va approvisionner le Libéria en essence, en gasoil et en bitume. C'est ce qui ressort de cette première rencontre entre le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et celui des Affaires étrangères du Libéria. Cette première étape a pour but de définir le protocole de la future coopération. Le gouvernement libérien, à travers donc cette délégation, demande à la Côte d'Ivoire d'approvisionner la République du Libéria avec des produits pétroliers, les produits classiques, l'essence, le gasoil et également le bitume. Donc nous avons exprimé notre satisfaction dans la mesure où la raffinerie, la CIR, Société ivoirienne de raffinage, et la Société multinationale de bitume sont deux raffineries qui fonctionnent à merveille en Côte d'Ivoire. Les deux raffineries sont au plein de leur forme, elles fonctionnent très bien. Donc nous avons accueilli favorablement cette demande de la République du Libéria et nous leur avons dit que nous sommes en mesure de répondre à cette demande et de leur fournir des produits raffinés provenant donc de la CIR et de la SMB. Après cette rencontre institutionnelle, la phase opérationnelle sera discutée dans les prochains jours entre les opérateurs des deux pays. La production de pétrole qui a enregistré en 2019 une augmentation de 12% pour atteindre plus de 36 000 barils par jour en Côte d'Ivoire provient de puits de forage se trouvant essentiellement offshore près de la frontière avec le Ghana. Le pays dispose de 51 champs identifiés dont 4 en production, 26 en exploration et 21 encore libres ou en négociation. Le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel souhaite accompagner les artisans dans le développement de leur secteur d'activité. Il les a rencontrés sur leur site de production dans la commune de Cocody. Marie-Ange Kouakou et Cheikh Koné. Jean Awa travaille dans la maroquinerie. Il fabrique des chaussures, des sacs, des cartables et des ceintures à la main. Pour le maroquinier, son rêve est de créer une véritable industrie dans le pays. Mais il traverse de nombreuses difficultés. Nos difficultés, c'est l'approvisionnement en matière d'œuvre, en matière en fourniture et en accessoires. Parce qu'il faut passer aux commandes depuis l'extérieur. Nous n'avons pas le cuir de premier choix, c'est le cuir de second choix. Mais qu'on essaie toujours, avec beaucoup d'imagination, d'apporter une solution toujours pour satisfaire les besoins du marché. Comme Jean Awa, le maître artisan Kokoa Wenceslas fabrique uniquement des chaussures. Il souhaite transmettre son savoir-faire aux jeunes apprenants. Nous avons un projet de mettre sur place une école de formation professionnelle concernant la chaussure. Pourquoi pas même insérer ça dans l'enseignement secondaire pour qu'il y ait encore plus d'avantages des hommes de métier dans le pays. Comment rendre ces petites entreprises en moyenne entreprise et mettre le cap sur l'industrialisation? C'est l'objectif de cette visite du ministre à Noblé aux artisans de Cocody pour s'imprégner de leur réalité. Notre rôle en tant que ministre donc, de l'artisanat est de pouvoir donc, aller vers ce savoir-faire et voir donc, les possibilités pour le gouvernement d'accompagner ces différentes entreprises-là qui sont donc véritablement spécialistes dans leur domaine de compétences et qui ont besoin véritablement de l'accompagnement de l'État pour réussir à faire en sorte qu'ils aient donc de véritables industries de fabrication dans leur domaine. En Côte d'Ivoire, le secteur informel occupe environ 70% dans l'économie nationale, comme la plupart des pays en voie de développement.
Depuis le début de la semaine, la Côte d'Ivoire met en lumière la protection de l'environnement, une mobilisation en prélude à la 34e journée mondiale de la protection de la couche d'ozone, célébrée aujourd'hui 16 septembre. Le but étant de galvaniser les parties prenantes signataires de la Convention de Vienne. Après 3 ans de représentation en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur d'Espagne Ricardo Lopez est enfin de mission. Il aura contribué au renforcement des liens bilatéraux entre son pays et la Côte d'Ivoire. Avant son départ, il a été reçu ce jeudi par Alcide Djedje, ministre délégué chargé de l'intégration africaine. Le diplomate espagnol s'est réjoui de l'état de la coopération entre les deux pays, des liens qui datent de 1964. Le ministre de la Communication et des Médias a rencontré le Cénacle des journalistes seniors. Il leur a annoncé la mise en place d'un dispositif qui va leur permettre de percevoir une rente viagère de 250 000 francs CFA. Le ministre Amadou Koulibaly a sollicité l'appui de ces icônes de la presse dans l'accompagnement et le suivi du travail de la génération actuelle. Et puis, on va se rendre dans la Nawa avec Philippe Légré, le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra. Il s'est présenté aux populations de la région et il a échangé avec elles sur sa feuille de route. Sam Conan. Pour la deuxième étape de sa tournée de prise de contact et d'information, le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra est à Soubré, capitale de la région de la Nawa. Philippe Légré a eu une rencontre avec le corps préfectoral, les élus et cadres, la chefferie traditionnelle de la région. Objectif, se présenter en tant que ministre-gouverneur et expliquer les missions du district autonome. Une démarche saluée par la chefferie et les élus. Cet outil de développement qu'on a mis à la disposition de notre district autonome du Bas-Central, nous ne pouvons qu'être contents. Et nous allons donc aider les artisans de cet outil-là à sa réussite. Nous allons l'accompagner dans cette mission que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lui a confiée. Et nous profitons pour dire merci au président de la République, merci à sa politique de décentralisation et de déconcentration au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est main dans la main que nous allons travailler avec le gouverneur du district pour une meilleure efficacité, non seulement de l'action gouvernementale, mais de l'aboutissement des désirs de nos populations et de bien-être de nos populations. Donc nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui dans la région de la Nawa. Le ministre-gouverneur Philippe Légré a également donné les grandes lignes de la feuille de route reçue récemment des mains du président de la République, avant d'indiquer que c'est ensemble que le district connaîtra un développement véritable. Il s'agit de passer dans toutes les régions qui composent notre district à l'effet de leur expliquer un peu les attributions, pourquoi le président a mis en place ces districts-là et dire comment nous allons pouvoir articuler notre collaboration pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Philippe Légré annonce la tenue très bientôt des séminaires éclatés dans les 3 régions. Des livres blancs en sortiront. Ils vont constituer des boussoles dans la mise en œuvre des projets de développement. Prochaine étape de cette tournée de prise de contact et d'information, la région du Boclé. Franco Adjo nous propose maintenant cette rencontre du ministre de la Communication et des Médias avec le Cénacle des journalistes seniors. Jean-Baptiste Akou, Geoffroy Bailly, Lévi Niamke, Issa Sangaré Yeresso, Zio Moussa, Emmanuel Kofi et bien d'autres noms portés il y a quelques années par leurs plumes et leur voix échangent avec le ministre de la Communication. Ces anciennes têtes fortes des médias réunies au sein d'une plateforme, le Cénacle des journalistes. Quand le ministre nous a associés à sa prise de fonction, à sa prise de contact avec les différentes associations, nous avons proposé un mémorandum sur la manière dont nous voyons les problèmes du secteur des médias et de la communication et proposer un peu quelques pistes de solutions pour y faire face. Et à la suite de cela, il a bien voulu nous rencontrer. L'ambition ce jour pour la tutelle est de mettre à contribution le Cénacle des journalistes seniors dont le bureau exécutif a déjà une idée claire de son action. Et pour aller plus loin, pour voir de façon plus précise comment nous pourrions apporter notre contribution auprès des jeunes, aussi bien en termes d'encadrement, en termes de partage d'expérience, nous y tenons beaucoup, aussi bien dans les rédactions que dans des écoles de formation et en direction du public. Fort de cela, j'ai décidé donc le Cénacle
pouvait être un organe consultatif donc, du ministère afin de permettre donc, de mieux encadrer leurs jeunes frères. Et au ministre Amadou Coulibaly de repréciser le rôle des seniors dans le développement de la presse actuelle. Transition numérique, contenu et ligne éditoriale sont les sujets abordés et en point d'orgue, le soutien de la tutelle exprimé par l'octroi d'une rente viagère. Les conditions de départ à la retraite font parfois peut-être qu'ils peuvent être en difficulté. Il a décidé de situer ce fonds mensuel de 250 000 francs CFA pour certains bénéficiaires en difficulté. Je pense que nous accueillons cela avec beaucoup de satisfaction. Mais cela se fait de façon, je dirais, collégiale avec eux. Et nous leur avons demandé de travailler entre eux en toute transparence sur les bénéficiaires donc, de cet appui social que le ministère pourrait leur apporter. Une rente viagère qui, selon l'autorité de tutelle, entre en vigueur dès la fin de ce mois. Notons que le cénacle des journalistes seniors a été porté sur les fonds baptismaux le 24 octobre 2020. Dans la commune d'Atekoubé, un nouveau collège va accueillir les élèves en cette année scolaire 2021-2022. Dans la cité Fermont, le collège d'en haut Paulin Claude, du nom du premier magistrat de la commune, a été inauguré. Il a demandé un investissement de 400 millions de nos francs. Grâce Kando. Le nom du premier magistrat de la commune d'Atekoubé, désormais immortalisé. Un établissement secondaire à lui dédié. Il s'agit du collège moderne d'en haut Paulin Claude, situé à la cité Fermont. Il a été bâti sur 3000 m², composé entre autres de 2 bâtiments, 16 salles de classe et 6 bureaux. À chaque fois, il faut traverser, aller derrière l'eau jusqu'à Bobodoumé pour le collège. C'est une grande joie pour nous, les mamans, les parents, que nos enfants soient tout près de leur école. Vraiment, on félicite monsieur le maire pour ce qu'il a fait. Le collège moderne d'en haut Paulin Claude a coûté 400 millions de francs CFA et s'inscrit dans le cadre du projet à impact rapide. Cet ouvrage vient à point nommé parce qu'il va soulager les parents, il va soulager les élèves et il va aider le conseil municipal à lutter efficacement contre l'échec scolaire. Une initiative saluée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Selon Marie Toukoné, cette infrastructure vient renforcer le dispositif scolaire déjà existant. Moment également mis à profit pour s'adresser au corps enseignant. Votre engagement personnel déterminera le type de citoyen qui sortira de cette école afin de servir toute la Côte d'Ivoire. En tant qu'acteur, direct ou indirect, et partenaire de l'école ivoirienne, nous devons œuvrer ensemble pour atteindre l'objectif d'une école de qualité, inclusive, d'équité, de mérite et dans la transparence. Le député maire Paulin Claude d'en haut annonce d'autres chantiers. La construction d'infrastructures socio-éducatives, de salles polyvalentes multimédia et une bibliothèque au sein de l'établissement. Le village d'Adjaoui-Koubé, dans la commune de Port-Boué, a été endeuillé par 2 incendies dans les mois de juillet et septembre. 3 enfants du village ont perdu la vie. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue sur place pour exprimer aux victimes la compassion du gouvernement et de la nation entière. Amadou Ouattara. Dans ce quartier communément appelé Marie-Claire du village Adjaoui-Koubé, jusqu'au 8 septembre dernier, sur ce site, il y avait 12 baraques. Un incendie les a ravagés. C'était mercredi à 21h passé. Il y avait feu là. Il y avait gaz dedans. Le gaz l'a fait. Boum. Tout le monde est sorti. On a mis au mot dans l'eau. On verse ça. Quand le feu là est fini là. Après, les enfants ils sont venus fouiller les trucs. On voit des cadavres. Situé derrière l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans la commune de Port-Boué, le village Adjaoui-Koubé connaît souvent des incendies. Ce fut le cas le 25 juillet 2021 où un enfant âgé de 3 mois n'a pu être sauvé. Malheureusement pour les habitants, lorsque les incendies surviennent, ils doivent les gérer eux-mêmes, tout simplement parce que les lieux du sinistre sont inaccessibles aux sapeurs-pompiers à cause du lotissement anarchique. J'ai fait 3 campagnes de sensibilisation contre les incendies. J'ai exhorté les chefs communautaires et les chefs religieux, les propriétaires des cours communes d'avoir ne serait-ce qu'un seul extincteur.
Il y avait des rues qui ont été occupées de manière anarchique. Il a même fait des sensibilisations sur l'incendie pour dire qu'un travail est déjà fait. Nous allons juste amplifier ce qui est déjà fait, appeler la population à respecter ce qui est dit par la chefferie, permettre surtout aux sapeurs-pompiers, aux forces de l'ordre de pouvoir avoir accès à ces habitations-là en cas de sinistre. Relativement aux deux sinistres, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonte Dogo, a fait le déplacement à Adjaoui-Koubé afin d'exprimer la compassion du gouvernement. Au nom de l'État, les deux familles endeuillées ont reçu, en plus des vivres et non-vivres, une enveloppe de 1 500 000 francs CFA. Une aide financière d'un montant de plus d'1 million de francs a été également faite aux 5 autres ménages sinistrés pour leur permettre de se trouver des logis. Le festival de musique urbaine d'Anoumabo FEMUA s'est refermé. Cette 13e édition a vu des prestations d'artistes comme Magic Diesel, Soumbil, Daphné du Cameroun et le rappeur international VG Dream, Isaeo. Grand Bassam, stade municipal. Plusieurs artistes dont Kajim, Daphné, Soumbil et bien d'autres donnent de la voix. Nous sommes à la clôture du FEMUA 13. Le public, qui n'en demandait pas mieux, chante et danse avec les différentes vedettes de la soirée. Avant ce concert de clôture de ce FEMUA délocalisé, la mairie de Grand Bassam fait citoyen d'honneur de la ville historique plusieurs personnalités. Nous nous réjouissons de ce que Bassam ait été choisi pour accueillir l'édition décentralisée du FEMUA 13. Cela vient renforcer notre calendrier des activités culturelles. Du fait qu'il y ait un volet supplémentaire qui vient de s'ajouter au FEMUA, qui est le volet sanitaire, et que tout se passe bien et qu'on aille au-dessus de nos espérances en termes d'attente sur les temps de vaccination que nous avons installés au sein du festival, je peux dire que c'est vraiment une satisfaction. J'étais impressionné de voir des artistes marocains qui chantent en arabe, Afrique du Sud en anglais, Mala Rodriguez de l'Espagne qui chante en espagnol. Donc je crois que ça montre à la jeunesse qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Et cette ouverture d'esprit est importante parce que ça veut dire j'accepte la culture de quelqu'un d'autre. D'année en année, on voit l'ampleur de ce festival. On voit comment ce festival, parti d'Anoumabo, s'est localisé désormais, toujours, je dirais, à Anoumabo, à l'INGS, avec des infrastructures adaptées. La ministre Arlette Badou Nguessan Kwame profite de l'occasion pour afficher sa détermination pour l'industrialisation de la culture en Côte d'Ivoire. À travers le FEMUA 13, nous avons lancé l'industrialisation de la culture. Nous avons aussi lancé le concept de vivre avec la maladie parce qu'il ne faut pas s'arrêter, il faudrait vivre avec seulement qu'il faut se faire vacciner. Le FEMUA 13, c'est 20 artistes, 13 pays invités, dont le Sénégal, plus de 5000 vaccinés à la Covid-19. Et voyons le point que les autorités sanitaires font sur cette maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire pour aujourd'hui. 190 nouveaux cas ont été recensés, 58 531 cas confirmés depuis le début de la pandémie en Côte d'Ivoire. Le 15 septembre, 31 652 doses de vaccins ont été administrées, portant à un total de 1 664 954 le nombre de doses administrées du 1er mars au 15 septembre. Et puis dans l'actualité internationale, pour terminer, le Premier ministre somalien a perdu ses prérogatives. Elles lui ont été retirées par le président Mohamed Abdoulaye Mohamed. Le Premier ministre ne peut donc plus ni destituer ni nommer de dirigeants jusqu'à ce que les élections aient lieu dans le pays. Le président l'accuse d'avoir violé la constitution de transition et les deux hommes ont des relations tendues depuis plusieurs mois. Ils se sont ouvertement opposés à 2 reprises ces 10 derniers jours au sujet notamment de limogeage et de nomination à des postes cruciaux au sein de l'appareil sécuritaire.
Merci de votre attention. Nous vous souhaitons de passer une agréable fin de soirée sur nos antennes. Bonsoir.